Allez, on commence. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire droit du travail. Alors, hors série, parce qu'effectivement, on n'est pas dans les séries classiques Carnot que vous connaissez tous, qui est avec nous aujourd'hui. Anime d'habitude, on n'est pas sur une thématique plus généraliste, on est sur une thématique spécifique parce que vous avez beaucoup de questions sur les droits et obligations dans la CAPSA et on a choisi effectivement, en collaboration avec Lucans, de vous organiser au niveau de l'Institut 410 un webinaire dédié sur la CAPSA avec le président que je salue, donc Jean-Marie Attard, notre président qui sera tout au long de ce webinaire présent et qui pourra aussi conclure ce tour de table. Alors, je souhaite aussi vraiment remercier Isabelle Bertin, donc la directrice de Lucans, qui a organisé avec nous effectivement ce webinaire et qui va donc organiser cette introduction qui peut éventuellement aussi, on pourra demander à Lucans si par hasard on a des questions, hein, Isabelle, dans le fil de conversation. Et en complément de l'intervention de la collègue de la CAPSA, que je salue aussi, répondre à toutes vos interrogations. Vous avez vu qu'on est très nombreux et on vous remercie effectivement de votre participation fidèle. Comme d'habitude, c'est un webinaire enregistré, donc vous aurez l'occasion aussi de pouvoir réécouter si besoin ce webinaire vraiment important. Et je remercie vraiment les collègues de la CAPSA aussi d'avoir pris ce temps pour nous. Donc, je vais laisser la parole pour commencer à Isabelle, qui va effectivement nous évoquer aujourd'hui l'actualité avec la CAPSA au niveau de Lucans, et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui, la contractualisation, et puis les évolutions et l'actualité de la CAPSA. Donc, Isabelle, c'est à toi. Je te remercie vraiment. Nous sommes 280. Donc, c'est très important fait pour nous, hein, Lucans et ICADIS, de pouvoir effectivement vous apporter toutes les informations que vous souhaitez, réglementaires et d'actualité. À toi, Isabelle. Merci. Merci encore. Merci Élodie, merci Monsieur le Président de l'ICADIS de m'avoir effectivement convié donc, pour cette introduction donc, sur ce webinaire. Le régime de prévoyance, ce sont des garanties que l'on souhaiterait ne jamais avoir à actionner. Pour autant, en cas d'accident de la vie, pour se protéger soi-même, pour protéger ses proches, la couverture prévoyance est indispensable. Les salariés de notre branche professionnelle sont donc couverts par un régime de prévoyance qui les protège et protège leur branche contre les risques liés à l'invalidité et liés au décès. Contrairement à d'autres branches professionnelles, la couverture maladie au sens arrêt de travail n'est pas prise en compte dans le régime de prévoyance puisque l'employeur assure quelque part, auto-garantie, auto-assure cette garantie via le maintien donc, de salaire en cas d'arrêt de travail. Le régime de prévoyance à la sécurité sociale, il a été co-construit entre l'employeur sécurité sociale et les organisations syndicales nationales via la conclusion au fil des années de plusieurs accords collectifs de travail. La gestion opérationnelle de ce régime de prévoyance est confiée donc l'institution de prévoyance de notre branche professionnelle et des personnels assimilés à notre branche professionnelle. En termes d'actualité, donc en 2024, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer donc les garanties dont bénéficient les salariés via ce régime de prévoyance et notamment les garanties liées au décès ont été revalorisées. Ainsi, par l'accord que nous avons conclu avec les organisations syndicales représentatives, le capital décès a été porté à hauteur de 200% donc, du salaire du dernier donc, salaire brut annuel au lieu de 150 auparavant. Les partenaires sociaux ont aussi souhaité porter une attention plus spécifique aux enfants à charge du salarié ou de la salariée décédée. Ainsi, la majoration du capital décès pour enfants à charge a été portée à 15% au lieu de 10% dans l'ancien accord.
La rente d'éducation également pour les enfants à charge a été revalorisée avec des seuils différents selon les âges parce que quand on est un peu plus âgé, je dirais, le coût lié aux études, voilà, à la je sais pas moi, à tout ce qui est habillement, etc., est un peu plus élevé. Donc, on a fait des tranches. Donc, une première tranche d'âge jusqu'à 15 ans où, dans ces cas-là, la rente d'éducation équivaut à 12,5% donc, du dernier salaire. 15% pour les enfants de 15 à 17 ans et 20% pour les enfants à partir de 18 ans. Mais je pense que la collègue de la CAPSA aura l'occasion de revenir de façon plus détaillée sur ces aspects-là et la façon dont tout ceci est mis et précisément donc calculé par les équipes CAPSA. La contribution aux frais d'obsèques également a été revalorisée puisqu'elle a été portée de 3 700 € à 5 000 € maximum. Alors, parce que la trajectoire financière du régime de prévoyance le permettait, en même temps qu'on a revalorisé des prestations, on a également travaillé sur le taux de cotisation et on a notamment fait baisser ce taux de cotisation. Donc, à compter du mois de septembre, la cotisation donc, globale représentera 1,80% du salaire, 60% donc, à la charge de l'employeur. Ça, c'était comme avant, donc ce qui fait qu'on sera sur un taux de 1,08% du salaire pour l'employeur et un taux de cotisation de 0,72 pour le salarié. On a souhaité également engager cette baisse de la cotisation. Alors d'abord parce que les ressources financières et la trajectoire financière du régime de prévoyance le permettaient, mais aussi pour pouvoir, on va dire, faire en sorte que les augmentations qu'on doit opérer sur le régime, les augmentations de cotisation que nous devons opérer sur le régime de la complémentaire santé, dont la trajectoire différente est diamétralement opposée à celle du régime de prévoyance, et le moins d'impact possible sur les salariés. Je me permets également de pointer un point important puisque la collègue de la CAPSA en parlera, donc je crois, en fin de webinaire. Ensuite, de la gestion donc, du régime de prévoyance, les partenaires sociaux, donc employeurs UCANS et organisations syndicales représentatives, ont souhaité que la CAPSA, alors bien évidemment en concertation avec la direction et le conseil d'administration de la CAPSA, puisse contribuer au financement du dispositif de soutien aux salariés aidants qui a été mis en place par accord collectif en 2021 et qui a été prolongé par voie d'avenant cette année. Alors, c'est pareil, je pense que c'est un dispositif que la collègue de la CAPSA vous détaillera, mais dans les grandes lignes, ce dispositif met à disposition de l'information, du conseil pour les salariés, met en place un dispositif de maintien de la rémunération également par l'employeur pour les salariés dans le cadre des congés donc, légaux d'aidants. Permet dans l'accord, il y a des dispositions qui permettent de faciliter l'aménagement donc des horaires de travail pour les salariés reconnus en situation d'aidance et ce qui est notamment financé par la CAPSA au-delà de la mise à disposition des informations donc et du conseil, c'est la mise en place d'un dispositif de panier de biens donc et de services auxquels les salariés peuvent accéder lorsqu'ils sont en situation d'aidance. Alors, sur ce dispositif en particulier, mais comme sur tous les dispositifs annexes à la rémunération, donc l'UCANS met à votre disposition des supports pour vous aider à communiquer auprès de vos salariés, si vous êtes direction d'organisme, si vous êtes responsable ressources humaines ou si vous travaillez dans un secteur ressources humaines. On a organisé notamment sur le dispositif aidant avec l'ensemble des parties prenantes plusieurs webinaires sur l'accord aidant de 2021. Vous pouvez effectivement donc retrouver les replays de ces webinaires sur l'espace organisme de l'UCANS, gérer vos salariés et je suis proche aidant. Là, donc, effectivement, en partenariat avec l'Institut CAD10, avec la CAPSA, donc, est organisé ce webinaire sur le dispositif de prévoyance. Je vous informe qu'il y aura 2 webinaires qui seront organisés sur d'autres dispositifs annexes à la rémunération.
Le premier, le jeudi 10 octobre, de 14h30 à 15h, sur la complémentaire santé. Participeront donc à ce webinaire également donc les assureurs aujourd'hui opérateurs de ce dispositif frais de santé, et également un webinaire qui aura lieu le 17 octobre de 14h30 à 15h30 sur l'épargne salariale. Alors, je suis désolée, moi, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout du webinaire parce que j'ai une autre réunion, j'ai un autre engagement, mais je vais quand même encore rester quelques minutes avec vous pour répondre, le cas échéant, à des questions. Sachant que pour les questions les plus opérationnelles et les plus pratiques, bien évidemment, c'est la collègue de la CAPSA qui est tout à fait la plus à même de répondre à ces questions plus techniques et pratiques. Merci Isabelle, c'était très clair et effectivement on va remettre dans le fil de conversation les liens sur les webinaires qui arrivent, qui sont très importants sur la complémentaire santé et effectivement sur le dispositif proche aidant. Donc on va remettre tout ça comme information pour que vous ayez tout dans le fil de conversation et les flyers aussi associés. Est-ce qu'il y a des questions pour commencer? Peut-être Arnaud dans le fil de conversation où on est déjà 310, hein, Isabelle, donc effectivement, on est ravis de pouvoir que tu aies pu intervenir effectivement en introduction. Et effectivement, tu n'hésites pas, si tu dois partir, il n'y a pas de problème, nous on enchaînera avec Arnaud. Je ne vois pas de questions pour l'instant, Non, du Arnaud. tout. Aucune Hein, on question, est d'accord Élodie. pour l'instant. Si vous avez des questions à Isabelle, c'est le moment ou jamais. Autrement, effectivement, on les relayera au cours de l'entretien si besoin, Oui. en complément effectivement de la collègue de la CAPSA qui va intervenir et que je remercie. Autrement, je pense qu'on peut continuer si on démarre avec Zora Larbi-Mansour, peut-être, du Est-ce coup, et que Arnaud. peut-être Monsieur Attard veut Merci prendre la Isabelle. parole? Après, peut-être du coup, Après, tout à en fait, pas de conclusion, souci. ouais, ok. Alors, Eh une ben, on réponse y que va. je Alors, on vais... continue Alors, c'est avec, parti. après Isabelle, on continue avec Arnaud et Zora. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Elodie. Juste, Amélie, je voulais vous rassurer, oui, il y aura bien un support pour cette présentation et vous aurez bien à la fois ce support. Et Madame Bertin évoquait effectivement l'aide aux aidants, donc on ne va pas développer l'aide aux aidants, mais vous aurez le guide pratique d'aide aux aidants qui a été édité et vous aurez bien sûr également ce support. Voilà. Donc, je vais laisser Azora Lorbi-Mansour le soin de se présenter. Et puis après, on pourra effectivement démarrer avec le programme. Bonjour à tous. Alors, Zora Larbi-Mansour, responsable du service juridique de la CAPSA. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Zora. Donc là, on va déjà faire un petit mur de mots. Alors, si en 3 mots maximum, est-ce que vous pourriez dire ce que vous savez effectivement de la CAPSA et finalement du régime de prévoyance à la sécurité sociale? Voilà. Je vais vous laisser répondre. Parfait. Ben déjà, il y a déjà pas mal de réponses. Écoutez, très bien. Très, très bien. On va laisser encore une petite minute, hein, et puis après, je vais pouvoir synthétiser effectivement les réponses. Voilà. Ben, écoutez, c'est déjà pas mal puisqu'on a une grande partie effectivement des personnes qui ont déjà répondu. Donc, si vous voulez, là, vous avez parfaitement raison, hein, c'est les points qu'on sera amené à développer. À la fois tout ce qui touche l'invalidité, le décès et les aides complémentaires qui sont parfois peu connues. Donc, c'est vraiment sur ces points-là qu'on va être amené à insister. Voilà. Merci effectivement à vous. Donc maintenant, ce qu'on va détailler effectivement, c'est le programme. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder de manière plus précise? On va aborder à la fois la vision générale de l'organisation de la CAPSA et le prise de contact. Concrètement, c'est quoi la CAPSA, hein? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce sigle? Ensuite, on abordera l'affiliation du salarié, puisque avant d'avoir des garanties, on a une affiliation, les prestations en matière de décès, l'invalidité, l'action sociale qui est parfois peu connue, et ça vraiment on va insister là-dessus, la fin du contrat, parce que parfois ça se termine à la sécurité sociale, et on terminera par 2 points. Le site internet est vraiment une vision globale de ce qui se met en place pour l'aide aux aidants, qui existe depuis quelques années. Alors déjà, première question que je vais poser à Zora, ça veut dire quoi CAPSA? CAPSA, alors caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés. Ok, parfait. Donc il y a à la fois des agents de la sécurité sociale et des assimilés, c'est ça? Les assimilés, exactement. Qu'est-ce qu'on entend par assimilés? Alors, par assimilés, c'est les adhérents qui ont des salariés qui sont soumis à la convention collective de la sécurité sociale.
Parfait. Donc, Eh ben, ceux-ci peuvent adhérer de façon facultative à la CAPSA. très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Mm. Comment prendre contact avec la CAPSA? Alors, soit par courrier, donc vous avez l'adresse de Terre Boulevard Saint-Martin dans le 10e à Paris, soit par téléphone au 01 48 03 90 90, soit par mail. Vous avez l'adresse contact@capsa.fr. Sinon, vous pouvez aller sur le site de la CAPSA et vous avez l'ensemble des informations. Merci Zora. Donc, on va aborder dans un premier temps tout ce qui concerne l'affiliation. Oui. Donc, L'affiliation. l'affiliation, oui. Oui, vas-y. Alors, l'affiliation, donc il faut savoir que l'ensemble des salariés des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement affiliés à la CAPSA. C'est une adhésion collective obligatoire. Le salarié n'a aucune démarche à faire. Parfait. On va aborder le point suivant. Et ce qui touche Alors, le taux de cotisation. bien sûr, alors tout à l'heure, Madame Berthet en a parlé. Donc, elle est en baisse. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le salarié. Donc, elle est à 0,72% à compter du 1er septembre 2024. Donc, ça, vous allez le voir sur votre bulletin de salaire de septembre. Donc, il y a une baisse des cotisations également pour l'employeur qui passe à 1,08%. Merci beaucoup. On va maintenant aborder la possibilité d'adhérer en cas de suspension du contrat. Alors, très, très important. Donc, j'attire votre attention parce que c'est vraiment une obligation de conseil qu'on a vis-à-vis de l'ensemble de nos salariés qui cotisent chez nous. C'est quand vous avez une suspension du contrat de travail, vous prenez un congé sans solde, vous êtes en absence non rémunérée, donc vous avez plus le maintien de l'article 41. Donc, on vous conseille d'adhérer de façon individuelle. C'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Donc, ça vous permet d'avoir un maintien de votre couverture prévoyance CAFSA. Parce que si vous ne cotisez pas pendant cette période-là, vous n'avez plus le maintien de votre prévoyance. Donc, c'est très important à rappeler et à faire, parce que si vous avez un risque pendant cette période de suspension du contrat de travail, vous n'êtes pas couvert par la prévoyance CAFSA. Alors, je vais prendre un exemple concret. Je suis en congé Oui, parental. Concrètement, oui. combien ça va me coûter? Alors, Chaque salaire. ça va vous coûter du coup 1,80% de la cotisation qui est à la charge totale du salarié. Voilà, l'employeur n'intervient pas parce que c'est une adhésion individuelle qui est facultative, donc à la charge totale du salarié. Donc, 1,80% sur l'ancien salaire, je suppose. Exactement, c'est ça. Alors, vous savez qu'à la sécurité sociale, Zora, je ne sais pas si tu le sais, mais on a un article 41 qui permet Oui, d'être rémunéré ou totalement ou à demi-salaire. Quand je suis sous l'article 41, c'est-à-dire que je suis malade, est-ce que pendant que je suis malade, je suis couvert par la CAPSA? vous êtes couvert parce qu'il y a un maintien de rémunération de la part de votre employeur avec l'article 41, donc il y a une cotisation qui est versée à la CAPSA. Donc il n'y a pas besoin de faire d'adhésion individuelle. Vous êtes couvert. Parfait. Alors, à ce stade, je voulais savoir s'il y avait des questions. Alors oui, il y a effectivement des questions. Voilà. Alors, c'est Séverine qui pose une question. Bonjour, un invalide non rémunéré peut-il adhérer? Un invalide non rémunéré peut-il adhérer? De quelle façon? Il faut qu'il soit salarié, en Oui, tout mais cas. tu sais, parfois tu as des salariés qui sont Mhm. invalides en En fait. invalidité. Ouais, c'est Ah, ça. et du coup, qui va sortir des effectifs, c'est ça? On est dans ce cadre-là? C'est ça, Pardon? Séverine, hein. Je pense qu'il sort des effectifs. Oui, je Il pense qu'il sort des... est. Voilà, c'est important de le préciser. Donc, un invalide qui est couvert par la CAPSA, il sort des effectifs, il bénéficie du maintien de sa garantie invalidité, de sa garantie décès. Donc, il y a un maintien de la couverture CAPSA. Il n'a pas besoin de faire d'adhésion individuelle. Tant qu'il n'est pas licencié. Et Et quand il est. s'il est licencié, il a un maintien, dans la D'accord. mesure où il est couvert par l'invalidité CAPSA. Donc, il y a un Très bien. maintien, c'est la Parfait. loi E20 qui le prévoit. Ce n'est pas le contrat CAPSA qui le prévoit, c'est obligatoire. Voilà, bon, je pense qu'on a répondu à la question de Séverine. On va continuer maintenant sur les prestations proprement dites et on va démarrer, Zora, par le capital d'essai. On vous écoute sur effectivement le capital d'essai. Alors, le capital d'essai, Madame Bertin l'a rappelé, il a été amélioré. Donc, l'amélioration est à 200%. Avant, c'était 150% du capital d'essai. Et le capital d'essai est calculé en fonction d'un salaire annuel de référence avant le décès. Donc, très important, c'est un paiement qui est unique et qui est versé aux bénéficiaires désignés ou en application de la liste type. Voilà, c'est la garantie principale dans les prestations d'essai. Bien.
Alors oui, j'avais une question de Corinne. Alors c'est au capital d'essai, puis je pense que c'est sur aussi la section précédente. Tu sais, Mhm. parfois à la sécurité sociale, on est parfois en absence non rémunérée. Par exemple, moi, Oui. si j'ai pas 6 mois d'ancienneté, je peux très bien ne pas être indemnisé et donc être en absence non rémunérée pendant 2 jours, 3 jours, si je suis en arrêt maladie. Je prends cet exemple-là. Est-ce qu'à ce titre, effectivement, je continue à être couvert ou pas par la CAPSA? Alors, si vous êtes en absence non rémunérée, sur quelle période, Arnaud? Tu J'ai pas sais, très ça bien serait pour compris. 2, 3 jours, par exemple. Par exemple, moi, je te prends un exemple. J'ai Oui, pas oui, 6 mois de oui. présence et puis je Mm. tombe malade 2, 3 jours. Je suis pas indemnisé Ce pendant n'est trois pas jours. grave. Pas grave. Vous avez un maintien de la prévoyance, c'est vraiment au-delà d'un mois. Un mois, c'est vraiment la durée. Si vous êtes en absence non rémunérée pendant un mois, là, je vous conseille de faire une adhésion individuelle. Voilà. Mais 3 jours, vous avez le maintien de la prévoyance. 25 jours, vous avez le maintien. C'est au-delà de 30 jours. Parfait. Alors, une autre question de Karine qui demande, est-ce que ça concerne tous les agents? Est-ce que les CDD aussi, au premier jour, sont concernés Bien par... sûr, la ouais. couverture, elle est immédiate. Dès le début du contrat, il n'y a pas cette carence de 6 mois qu'il y avait avant. Il y avait une carence de 6 mois pour être couvert. Là, on n'a pas besoin de 6 mois de cotisation. Vous êtes couvert dès le début de votre contrat. Voilà. Alors ça, c'est vraiment ce que vient de dire Zora, c'est vraiment un point important parce que Important. on part parfois sur d'anciennes idées, on se dit, ah, il faut avoir Mm. 6 mois pour avoir droit à la CAPSA. Pas du C'était tout. le cas Il y a avant. C'était le absolument, cas c'était le avant. cas avant, Mm. mais plus maintenant, Oui. hein. Attention, c'est Non, important. du tout. Mm. Voilà. Alors Séverine pose une question, et puis on rentamera sur tout ce qui est capital d'essai. Doit-on remettre à l'ensemble des salariés, CDD, CDI, le bulletin du capital d'essai? Le bulletin de désignation, oui. En Oui. principe, les RH, au moment, euh, au moment de l'entretien, de la signature du contrat, doivent remettre le bulletin de désignation avec la notice d'information. C'est conseillé. Voilà. Alors peux-tu nous parler Du bulletin de justement de ce désignation, bulletin qu'on voit à l'écran? Voilà. voilà. Donc, voilà, il est assez complet. Donc, nous, on vous conseille de le remplir si vous n'êtes pas pour la liste type, qu'on verra ensuite. Donc, le bulletin de désignation, vous devez nous l'adresser par courrier, hein. Par courrier, parce qu'on doit s'assurer que c'est bien la personne en question qui nous l'a bien envoyé. Et voilà, il y a des obligations de votre part de remplir votre nom, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone. Et concernant les bénéficiaires, de bien le remplir, de bien le compléter, de bien indiquer les personnes que vous souhaitez désigner. Donc, on vous recommande de mettre le nom de naissance, le prénom, la date de naissance. C'est important pour nous, pour pouvoir identifier et localiser les bénéficiaires par la suite s'il y a un décès. C'est plus facile. Alors ça, c'est d'autant plus important que si par exemple vous choisissez quelqu'un qui s'appelle Christophe Dupont, il y en a beaucoup en France, Il y en des a Christophe beaucoup. Dupont. Voilà. Exactement. Et avec la date de naissance, ça va éviter justement les homonymies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, les organismes d'assurance, parce qu'on est un organisme d'assurance, on a accès à un fichier DGFiP qui nous permet de localiser les bénéficiaires avec justement le nom, le prénom, la date de naissance. Parce que sinon, ce serait très difficile de localiser, d'avoir l'adresse du bénéficiaire pour se mettre en relation avec lui envoyer la demande de capital d'essai et du coup de verser le capital d'essai. C'est beaucoup plus facile avec ce fichier DGFiP. Voilà. Parfait. Donc je vois aussi une question sur les salariés en situation d'invalidité, peuvent-ils toujours, mais qui sont toujours dans les effectifs petits bénéficier de la CAPSA, qui a Bien répondu tout à sûr, l'heure positivement, hein. Donc évidemment. voilà. Et même quand ils sortent des effectifs, ils continuent à bénéficier de la prévoyance. Alors justement, par rapport à ça, tu parlais de liste type. Oui, Voilà. liste type. Donc, si vous ne voulez pas remplir un bulletin de désignation, vous pouvez opter pour la liste type. Donc, la liste type, c'est une liste qui a été dressée. Donc, en premier rang, on a le conjoint ou le partenaire pacsé ou concubin. Donc, on va verser l'intégralité du capital d'essai au conjoint, s'il y a un conjoint. Si le premier rang n'est pas, si la personne était célibataire, donc on va verser aux enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on va verser aux parents. Et s'il n'y a pas de parents, on va verser aux collatéraux jusqu'au deuxième degré. Voilà, troisième degré. Donc, c'est très, très important par rapport à la liste type. Un conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes célibataire, pas d'enfants, que vos parents sont décédés, je vous invite à dresser un bulletin de désignation parce qu'à défaut de bénéficiaires, on verse le capital d'essai à la succession. Et donc, du coup, l'avantage du capital d'essai, c'est d'être hors succession. Donc, ce serait un peu dommage que vos héritiers, que ceux qui vont bénéficier du capital d'essai payent des droits de succession sur le capital d'essai, alors que ce n'est pas l'objectif. Très bien. Alors justement, ce fameux bulletin de désignation, peut-il être envoyé par courriel ou par mail?
Le mieux, c'est de l'envoyer par courrier à D'accord, l'adresse très qu'on bien, vous a indiquée. Mm. très bien. Donc, on va prendre peut-être la slide suivante, s'il te plaît, Sylvain. Voilà. Donc, ça, on l'a vu, hein, On l'a effectivement, que c'était évoqué. de Mm. 100%. Et maintenant, on va aborder les points de vigilance parce que c'est particulièrement important. Alors, justement, que faire en cas de changement de situation familiale? Par exemple, si je me remarie ou des choses comme ça. Alors, si vous vous remariez, vous divorcez, actualisez votre bulletin de désignation. Si dans un premier bulletin de désignation, vous avez désigné votre conjoint et que vous divorcez par la suite, actualisez-le, parce que sinon, on va verser à votre ex-conjoint. Donc voilà, si vous avez désigné un enfant et qu'entre-temps, vous avez d'autres enfants, actualisez, mettez mes enfants. Ne mettez pas, enfin, désignez pas votre enfant unique si par la suite, vous en avez d'autres. Donc, actualisez-le pour que ça corresponde à votre situation actuelle. Vraiment, c'est très, très important. Je vous invite à le faire. Parfait. Mais justement, j'ai choisi quelqu'un, faut-il lui en parler? Le mieux, c'est que ça reste confidentiel. Voilà. Parce qu'il faut savoir que si votre bénéficiaire le sait, parce que vous lui en avez parlé, il peut accepter d'être bénéficiaire. Et dans ces cas-là, le salarié ne pourra pas revenir sur son choix. Il faudra l'accord du bénéficiaire qui a accepté. Donc, c'est plus compliqué après de redésigner derrière. Donc, le mieux, c'est que ça reste confidentiel. Alors, j'ai une question de Catherine que je me pose aussi. Je ne sais plus qui j'ai désigné. Alors, dans ces Comment je fais? cas-là, vous nous faites un courrier, vous nous demandez une copie de votre dernier bulletin de désignation. Voilà, vous faites ça ou vous nous envoyez un bulletin de désignation avec la désignation qui correspond à votre situation actuelle. Vous pouvez faire ça aussi. Soit nous demander une copie, mais par téléphone, on ne va pas vous répondre. Voilà, parce que c'est vraiment des données qui sont sensibles et confidentielles. Parfait. Alors, pour vérifier qu'on s'est bien exprimé, on va faire un petit sondage. Voilà. Donc, vous avez un salarié qui gagne 2 000 euros bruts par mois, qui décède, hein. Pour rappel à la sécurité sociale, je vous rappelle qu'on est rémunéré donc sur 14 mois, hein, donc 2 000 euros fois 14, hein, avec la location vacances et la gratification annuelle. Son frère est bénéficiaire du capital décès. Combien bénéficie-t-il? De, donc, soit de 24 000 euros, de 48 000 euros ou de 56 000 euros? Alors, je vous laisse répondre un petit peu, voilà. Donc, je pense que là, c'est actif, hein, Sylvain, je crois que tu l'as mis de manière active. Donc, je ne vois pas les résultats, mais Sybille, je ne sais pas si tu peux me dire les résultats. Alors, pour le moment, on est à 50% de 56 000 euros de capital d'essai. C'est quand même partagé. Il y a 32% qui pensent que c'est 48 000 euros et 18% la première réponse. Donc, une majorité de 56 000 euros. Parfait. Alors, Zora, est-ce la bonne réponse? Alors, la réponse, c'est la réponse 3, 56 000 euros. Donc, vous êtes rémunéré sur 14 mois, comme l'a rappelé Arnaud. Donc, vous faites 2 000 fois 14, ça fait 28 000. Et vu qu'on est à 200%, ça fait 56 000 euros. Voilà. Parfait. Et Eh juste, bien, juste pour vas-y. préciser, vous avez un petit simulateur sur le site CAPSA pour calculer votre capital d'essai. On le verra après. Donc, ça veut dire que si je choisis mon conjoint, il est plus important. Plus important, majoration de 10%. Parfait. Donc, si vous choisissez votre conjoint, voilà, si le bénéficiaire est votre conjoint, donc on va majorer de 10%, donc ça fera 210%. Parfait. D'accord? Eh ben, on va continuer avec la rente de conjoint, de partenaire pacsé et de concubin. Zora. Donc, la rente de conjoint ou de partenaire pacsé ou de concubin, elle a 10% du salaire annuel brut d'activité afférent aux 12 mois précédant le mois du décès. Donc, on a mis un exemple. Si le salarié gagne 2 000 euros par mois, donc sur 14 mois, ça fait 28 000 euros. Donc, à son décès, le conjoint percevra 10%, donc ça fera 2 800 euros annuels et 233,33 euros par mois. Voilà, c'est une rente qui est viagère Toute et ma qui est vie, je vais versée tous les toucher mois. cette rente. Alors, si jamais, par exemple, quelqu'un décède à la sécurité sociale, que ma conjointe travaille à la sécurité sociale, toute ma vie, je toucherai, c'est ça? Ou ça Bien s'arrête à un sûr. moment donné? Non, non, alors ça va s'arrêter à une condition, si vous changez de situation personnelle, si vous vous mariez ou vous vous mettez en situation de concubinage, ça vous devez nous le déclarer. Dans ce cadre-là, elle cessera. Merci. Donc, on va aborder maintenant la rente éducation. Alors la rente éducation, comme vous l'a dit Madame Bertin, elle a été revalorisée. Donc il y a des paliers.
donc de 12,5% à 20%. Donc, elle est de 12,5% pour les enfants de moins de 15 ans, de 15 à 15% pour les enfants entre 15 à 17 ans, et ensuite, elle est à 20% pour les enfants à partir de 18 ans. Donc, elle est soumise à condition. Évidemment, il faut être à charge du salarié décédé au moment du décès, et elle est versée sans condition jusqu'à 21 ans, Arnaud, et jusqu'à 26 ans s'il y a poursuite d'études. Donc voilà, pour tous les enfants qui poursuivent des études, enseignement supérieur ou autres, contrat d'apprentissage, donc on verse jusqu'à 26 ans, donc on demande un justificatif. Et après, c'est sans limite d'âge en cas d'inaptitude au travail. Donc là, on verse, c'est une rente qui est viagère également. Voilà, sans limite d'âge dans le dernier cas. Parfait, donc nous avons terminé avec tout ce qui touchait effectivement le décès, sauf les frais d'obsèques. Donc on va terminer par les frais Exactement. d'obsèques. Donc, les frais d'obsèques, ça a été également amélioré. C'est passé de 3 700 € à 5 000 €. Donc, c'est un paiement qui est unique également. Et on la verse à la personne qui a vraiment pris en charge les frais d'obsèques. Donc, on demande une facture au nom de la personne. Ce n'est pas forcément la famille, ça peut être un ami qui a pris en charge. Donc, on va lui verser à lui directement. Merci beaucoup. Donc on en a complètement terminé avec le décès. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on aborde un autre sujet qui est l'invalidité. Alors il y avait une question de Caroline. Je lis, alors ça préoccupe beaucoup tout ce qui est invalidité. Un salarié est licencié pour inaptitude et qui est invalide ouvre droit à la portabilité CAPSA sans condition. Exemple, ouverture du droit à l'allocation chômage. Alors, il faut savoir que s'il est invalide, au moment de son licenciement pour inaptitude, il va continuer à bénéficier de la prévoyance CAPSA. Il n'y a pas besoin qu'il fasse une portabilité. Tant qu'il est invalide, il bénéficie de la prévoyance CAPSA. Ça, c'est très important à rappeler. Il bénéficie de la prévoyance CAPSA, donc on va continuer à lui verser sa pension complémentaire d'invalidité. Et s'il y a un décès, on versera à ses proches, à ses bénéficiaires, le capital décès et les rentes qui vont avec. Donc, il n'y a pas besoin d'une portabilité pour un salarié qui est en invalidité et qui est licencié par la suite. Tant qu'il est en invalidité, je précise bien. Parfait. Merci D'accord? beaucoup. Donc maintenant, on va aborder justement la validité. Voilà. Voilà, donc sur les informations à transmettre à la CAPSA. Je vous écoute, Zora. Alors, très, très important, donc c'est vraiment en collaboration avec l'employeur, avec les services RH. Donc, dès qu'un salarié est invalide, il doit se mettre en relation avec son service RH, donc l'informer qu'il a été placé en invalidité par le régime général. Et donc, dans ce cas-là, il va remplir sa demande, sa partie à lui, et l'employeur va devoir aussi remplir une partie qui correspond à la partie RH. Donc, cette demande-là va être envoyée par le service RH à la CAPSA afin que nous, on puisse derrière enregistrer la demande de pension complémentaire d'invalidité. Donc, c'est très, très important à faire. Dès que vous êtes en invalidité, je vous invite à faire la demande, de ne pas attendre. Même si vous travaillez à temps complet, faites-le. On ne vous versera peut-être pas une pension complémentaire d'invalidité, mais constituez la demande parce qu'il y a des délais de prescription. Il y a un délai de prescription qui est important à rappeler, Arnaud, qui est de 2 ans. Tout à 2 ans, fait. donc voilà. Donc faites attention à ce délai de 2 ans parce que ça passe très vite. Vous travaillez à temps plein, faites quand même la demande. Au moins, le dossier est constitué chez nous, on a l'information et dès que vous réduisez votre activité ou vous cessez votre activité, nous, on intervient rapidement en complément. Parfait. Alors, avant qu'on continue la validité, je suis désolé, on revient un petit peu en arrière. J'avais deux questions. Une question de Pascal. Est-ce que les Mmh. frais d'obsèques peuvent être directement versés au prestataire? Alors, les frais d'obsèques, j'insiste, vraiment, c'est la personne qui a réglé les frais d'obsèques, qui a pris en charge D'accord. directement. Donc, Donc, il n'y a très, pas de tiers très payant. important. Non, 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 non. Parfait. Mmh. Et une question de Manuel aussi, je reviens, excusez-moi, sur le décès. Que faire en tant qu'employeur? Donc, Manuel doit travailler, je pense, au RH, en cas de décès d'un de nos agents, notamment si nous sommes interrogés par la famille alors que nous ne connaissons pas les personnes désignées. Alors, mettez-vous en relation avec la CAPSA pour nous informer déjà du décès. Donc, nous, comme ça, on va pouvoir constituer le dossier. Donc, et rechercher, du coup, dans le dossier, si on a un bulletin de désignation et se mettre également en relation avec le service RH pour savoir qui sont les ayants droit. Donc, si on applique la liste type. Donc, important pour les services RH de nous informer quand le salarié est décédé. Après, si on n'a pas l'information, il faut savoir qu'on a quand même accès à des données
Donc, chaque année, on fait un regroupement d'informations avec l'AGIRA et du coup, on croise avec l'ensemble des salariés qui cotisent chez nous et on arrive à détecter l'ensemble des salariés décédés. Voilà, Alors, sans forcément avoir l'information de l'employeur. Mais c'est mieux qu'on l'ait de l'employeur, comme ça nous permet de traiter rapidement les dossiers et de ne pas tarder. merci beaucoup. Donc, on va maintenant insister plutôt sur ce qui doit être transmis par l'invalide. Sur, Alors, l'invalide, donc important pour lui de nous transmettre quand il reprend son activité à temps plein. Quand il change son taux d'activité, donc il passe de 15 heures à 20 heures, il doit nous le signaler parce qu'on fait une comparaison de ressources. Donc, il y a un plafond, donc il ne faut pas qu'il se retrouve à dépasser ce plafond et qu'il ne tarde pas à nous informer parce que ça crée des situations d'indus, de trop perçus. Et voilà, c'est pas évident pour nos services de notifier des indus parce qu'on sait que l'invalide est déjà dans une situation très difficile, que ce soit financière ou médicale. Donc, c'est important qu'il nous signale dès qu'il y a un changement de catégorie, qu'il nous en informe tout de suite, qu'il n'attende pas le questionnaire annuel en fin d'année pour nous informer. Donc, il a vraiment une obligation d'information pour justement qu'on puisse tenir à jour son dossier. parfait. Ben, je crois qu'on en a à peu près terminé sur tout ce qui touche l'invalidité, sauf à aborder les montants. Alors, Voilà. les montants, donc c'est toujours calculé sur le salaire annuel brut d'activité. Donc, c'est 40% du salaire annuel brut d'activité pour l'invalidité en première catégorie. En deuxième et troisième catégorie, c'est 71% du salaire annuel brut d'activité. Donc, vraiment, faites attention, il y a un plafond. Donc, à ne pas dépasser ce plafond. Après, on a rappelé les obligations du salarié invalide, mais l'employeur doit également nous informer via des attestations quand il y a un changement du taux horaire, hein. Donc, je rappelle ça au service RH. Ils doivent nous informer quand le salarié diminue son activité ou l'augmente ou reprend ou cesse son activité. L'employeur a également l'obligation de nous informer, hein, pour qu'on puisse actualiser et éviter les situations de trop perçus. Merci. Donc, on va terminer, parce que les prestations de la CAPSA cessent un jour. On va terminer sur Oui, ce bien point sûr. concernant la validité. Donc, les prestations, elles cessent vraiment au moment où vous liquidez vos droits à la retraite. Donc là, il n'y a plus de prévoyance CAPSA, hein. Donc, ça, on le rappelle parce qu'on a des appels, hein, de salariés de la sécurité sociale au moment où ils liquident leur pension de retraite. Ils nous appellent en nous disant bah, j'ai droit à quoi? Parce qu'en fait, ils pensent avoir acquis un capital. Sauf que voilà, c'est un fonds perdu. Il faut que le risque intervienne pendant une période de couverture. Très, très important. Parfait. Je crois qu'on a fini sur la validité. Je crois que Jean-Marie Attard veut prendre la parole là. Tout à fait. Uniquement parce que je souhaiterais que l'on parle en même temps de la couverture dans le cadre de la portabilité en fin de contrat à durée déterminée. Et ça, je sais que ça existe de temps en temps. Et si Madame Lorby Mansour pouvait en parler, ça me ferait plaisir. Merci. Bien sûr, ce point-là va être abordé de toute façon après, Monsieur Attard. Mais c'est vrai que pour les CDD, donc pour la portabilité, je le rappelle, vous êtes licencié, licenciement pour inaptitude, licenciement pour autre motif, sauf faute lourde, hein. J'insisterai par la suite après. Donc, un CDD de 3 mois, il faut savoir qu'il a droit à la portabilité gratuite, hein, de 3 mois. Donc, l'équivalent de son contrat. Donc, un CDD à la fin de son contrat, le service RH doit lui remettre un bulletin qu'il va remplir également. Et donc, c'est un bulletin de portabilité. Il doit lui remettre une notice d'information relative à la portabilité. Et ce salarié qui était en CDD 3 mois, qui sort des effectifs, va nous envoyer ce bulletin de portabilité. Et du coup, ça va lui permettre d'avoir le maintien de sa prévoyance pendant la durée de son contrat, donc 3 mois. Voilà, pour les CDD. Eh bien, écoutez, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors juste, on va aborder maintenant, on va changer de thème, on va aborder le troisième thème, effectivement, qui est l'action sociale. Alors juste, merci à Sybille d'avoir mis les webinaires, effectivement, de Lucans. Juste, est-ce que, alors vous les avez hein, dans la conversation, juste deux petites questions. Tout à l'heure, Zora, tu as indiqué qu'il y avait une prescription de 2 ans. Voilà. Oui, Et là, j'avais une question d'Élodie qui me demande, mais ça démarre à compter de quelle date
ces 2 Alors, ans? à compter du moment où vous êtes placé en invalidité par le régime général. Vous recevez votre notification du régime général, la prescription, vu qu'on est complémentaire au régime général, donc nous, on suit systématiquement le régime général, donc c'est vraiment à partir de cette date-là, hein. Vous Parfait. êtes placé en invalidité le 1er janvier 2024, donc c'est vraiment à partir de cette date-là. D'accord? Très bien. Et enfin, une toute dernière question. Alors, c'est encore sur le décès, parce que ça fait vraiment, il y a beaucoup de questions sur le décès, donc après, on abordera l'action sociale. Alain demande, les rentes conjoints et éducation sont-elles bien cumulables? C'est-à-dire plusieurs enfants, Non, c'est ça? c'est-à-dire que ce que je pense que veut dire Alain, c'est est-ce Ah, pour le qu'il capital peut y avoir un d'essai, 2 conjoint, enfants? est-ce qu'il y a un Bien conjoint qui peut sûr. toucher la rente conjoint et les enfants à côté qui peuvent toucher la rente éducation, en fait? Évidemment, bien Hmm, sûr, c'est tout à fait. complètement indépendant, hein. Donc, un enfant qui a 24 ans au moment du décès a droit à sa rente éducation. On va lui verser à lui directement. Mais un enfant qui est mineur, donc qui est sous la responsabilité du parent qui est toujours en vie, on va verser aux parents qui ont envie. On va verser et la rente conjoint et la rente éducation. Mais à partir du moment où il a 18 ans, on va lui verser à lui directement. Voilà, c'est complètement indépendant. Les prestations sont indépendantes, hein. On peut cumuler, hein. Eh bien, merci beaucoup. Karine, on répondra à votre question tout à l'heure, c'est promis. Donc, on va aborder maintenant l'action sociale. Ah, donc l'action sociale, c'est important de le rappeler. Donc, l'action sociale, c'est ouvert à l'ensemble des prestataires de la garantie invalidité ou décès servis par la CAFSA. Donc, on va voir en détail ensuite ce que ça recouvre. Donc, pour faire vos demandes, donc on va juste rappeler l'adresse mail, hein, donc c'est action.social@capsa.fr. Sinon, vous nous appelez directement, on vous donnera l'ensemble des informations au 01 48 03 90 90. Sinon, vous avez toutes les informations sur la notice d'information CAPSA et sur le site internet CAPSA. Donc, vous avez tout. Donc, et on reste à votre disposition, bien évidemment, si vous nous appelez, hein. On vous répond, on vous envoie les formulaires. Et après, il y a vos services RH qui ont accès également aux demandes, hein. Vous pouvez aller voir vos services RH pour leur demander des demandes de prestations d'action sociale. Merci. On va maintenant aller plus dans le détail sur les prestations. Sylvain? Non, alors oui, Alors, avant d'aborder la fin du contrat d'un mm. salarié, on va aller un petit peu plus dans le détail sur les prestations. Est-ce que, par exemple, tu as une idée de quelles sont les prestations en matière d'action sociale, par exemple? Alors, il faut savoir que c'est une aide sociale qui est individuelle. Donc on verse un maximum de 3 000 € sur une période glissante de 2 années, sur 2 années. Donc, soit c'est une aide financière, soit un prêt d'honneur. Donc, vous constituez votre demande, ça passe devant une commission sociale qui se réunit quasiment tous les mois. Donc, vous êtes en relation avec la personne qui est en charge du fonds social. Donc, vous constituez la demande et ça passe devant la commission sociale. Donc, il y a ce plafond de 3 000 €, donc soit en aide financière pour les personnes qui sont en difficulté financière, soit à titre de prêt d'honneur. Vous pouvez également faire une demande exceptionnelle en plus, hein, si vous avez des frais liés à l'aménagement lié à l'handicap. Donc là, on peut verser jusqu'à 5 000 € par année civile. On peut également verser en plus 1 500 € par année civile pour des frais d'optique. Ça peut aller jusqu'à 4 000 € par année civile pour des frais dentaires et 3 000 € par année civile pour les prothèses auditives. Donc voilà, c'est tout ce qui est ouvert pour l'action sociale. L'action sociale, je le répète, c'est réservé aux prestataires. Prestataires, donc un salarié qui est en invalidité, qui bénéficie de la couverture prévoyance invalidité, il y a droit. Tous les prestataires d'essai, rente éducation, donc ou rente conjoint ou concubin, peuvent faire une demande aussi d'action sociale, hein. Donc ça, c'est important à rappeler. Si vous n'êtes pas concerné, vous êtes juste salarié, pas invalide, vous ne pouvez pas faire une demande d'action sociale auprès de la commission sociale. Voilà. Merci. Donc, une dernière question de Séverine avant qu'on passe parce qu'il y a, au point suivant, qui sera la portabilité notamment. Donc, Séverine, la prescription de 2 ans existe-t-elle pour le capital d'essai? C'est la question de Alors, Séverine. la prescription de 2 ans, non. Alors, il faut savoir que la prescription, elle est passée à 30 ans, loi Eckert. Donc, alors, on en traite, hein, des dossiers qui sont en déshérence, c'est moi qui les traite en général. Donc, il faut savoir que la prescription, elle est de 30 ans. Donc, nous, on garde les capitaux d'essai, enfin les dossiers, jusqu'à 10 ans.
Donc, pendant 10 ans, on va gérer le dossier. Ensuite, ce capital d'essai, si on n'arrive pas à identifier, localiser le bénéficiaire du capital d'essai, on va reverser ça à la Caisse des dépôts, qui va conserver ce capital d'essai. Mais, entre-temps, le bénéficiaire peut se manifester, hein. Donc, vous avez 30 ans pour pouvoir récupérer votre capital d'essai. Et à l'expiration de ce délai de 30 ans, du coup, le capital d'essai est acquis à l'État. Donc, le contrat est en déshérence. Mais vous voyez, vous avez vraiment un délai qui est quand même très, très élevé. 30 ans, il y a de quoi demander, quoi. Donc, pour des dossiers en déshérence, n'hésitez pas à faire des demandes auprès de l'AGIRA. Donc, vous allez sur le site de l'AGIRA et vous faites une demande. Vous avez un proche qui est décédé, vous pouvez faire une demande et l'AGIRA va diffuser en fait votre demande à l'ensemble des organismes assureurs. Donc ça, c'est important aussi à rappeler. Voilà. Donc, si nous, on est concernés, on va pouvoir déterrer ces vieux dossiers et pouvoir, du coup, régler le capital d'essai. Merci. Une question de Catherine, et vraiment cette question est très importante parce que les services RH la posent beaucoup. Hein. Vous avez indiqué, je cite ce que dit Catherine, que l'employeur a l'obligation d'informer la CAPSA des changements ayant un impact sur la rente invalidité de l'agent invalide. Et la question de Catherine, c'est pas plutôt à l'agent de le faire? Quels sont les risques pour l'employeur en cas d'oubli? C'est quand même une obligation de sa part. Quand il y a une reprise d'activité, l'employeur est censé nous informer. C'est vraiment une obligation, hein. Donc, on le rappelle dans la notice d'information, c'est une obligation qui est contractuelle et ce qui est normal parce que nous, on verse une prestation qui est complémentaire. Il y a un plafond. Donc, les services RH ont cette information, ils doivent nous la communiquer. Après, le salarié qui est en invalidité doit nous la communiquer également. Mais vraiment, les services RH doivent le faire. Doivent le faire en amont. Ils le font, hein, mais pas tous. Donc, je tiens à le rappeler, vous avez des attestations à renvoyer à la CAPSA pour qu'on puisse actualiser le dossier de votre salarié invalide. C'est important à rappeler. Merci. Donc maintenant, on va aborder la fin de contrat et on va commencer par un QCM. Alors, le QCM est le suivant. Quelles sont les informations à transmettre à la CAPSA? L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail, compléter sa partie sur le bulletin de demande de portabilité, remettre la notice d'information relative à la portabilité et informer la CAPSA de la cessation de contrat de travail dans les plus brefs délais. Alors, il peut y en avoir un ou plusieurs. Hein. Voilà. Et là, on va voir un petit peu quelles sont les réponses. Il peut y avoir qu'une obligation, plusieurs obligations. Voilà, donc je pense que là, on peut déjà, dire un petit peu quels sont les résultats du sondage. Je ne sais pas si Sybille, tu as les résultats du sondage. Alors, c'est effectivement extrêmement partagé. On a un peu plus de 3 et 4 et un peu moins de 1 et 2. Mais voilà, il y a 33, 34%, 20% par-ci, par-là. Un petit peu plus sur la 3 et 4 et un petit peu moins au début, mais c'est quand même très partagé. Alors justement, Zora, quelles sont les informations à transmettre à la CAPSA? Quelle est la bonne ou les bonnes réponses? Alors, c'est les 4. Hein. Les 4, c'est très important, je vous le rappelle, c'est une obligation légale, hein, ce n'est pas une obligation contractuelle. Donc, je vous rappelle juste l'article pour les services RH, c'est l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale qui vous l'impose. En tant que service RH, vous devez faire ces quatre, vous devez remplir l'ensemble de ces points. Informer la CAPSA, remettre la notice d'information, compléter le bulletin de demande de portabilité et signaler le maintien dans le certificat de travail. Donc, c'est très, très important. Il faut respecter les quatre conditions. Parfait. Donc maintenant, on va aborder donc la portabilité. Donc Jean-Marie Attard, le président de l'Institut, en parlait effectivement tout à l'heure. Donc sur les conditions de la portabilité, donc c'est la diapo suivante, conditions de la portabilité. Alors, est-ce que tu peux nous préciser les conditions de la portabilité, Zora? Alors, juste une petite précision, ça ne concerne pas les retraités. Donc, important à rappeler. Donc, une cessation de contrat de travail pour motif retraite, la personne n'aura pas droit à la portabilité. D'accord? Donc, ça concerne vraiment toute rupture ouvrant droit à indemnisation à l'assurance chômage, sauf licenciement pour faute lourde. Voilà, très, très important. Ça concerne les CDD comme les CDI, on le rappelle. Donc,
elle est gratuite, donc faites la demande. C'est très, très important, elle est gratuite. Vous avez un maintien de votre prévoyance maximum pendant 12 mois. Et après, pour les CDD, ça dépend de la durée du contrat. Si vous avez un CDD de 3 mois, vous avez cotisé 3 mois, donc vous aurez droit à une portabilité sur 3 mois. Donc, un maintien de votre prévoyance sur 3 mois. Donc, très, très important à appeler. Donc, important, donc avec votre service RH, au moment de votre licenciement, de la rupture du contrat de travail, vous aurez ce bulletin, vous nous l'adressez rapidement, vous avez un délai, donc avec d'autres pièces, hein, ce qui est normal, la copie de votre carte d'identité, il y aura également l'indemnisation chômage à annexer, donc, et vous nous l'envoyez assez rapidement pour que, du coup, que vous n'ayez pas d'interruption. Quoi qu'il en soit, même si vous mettez 25 jours, 30 jours, elle sera recevable, hein. Vous êtes couvert, hein, pendant cette période-là, parce qu'il faut savoir que vous avez un maintien de votre prévoyance dès la cessation de votre contrat de travail. D'accord? Mais juste respecter ce délai de 30 jours, c'est important. Merci. Donc, toute dernière question de Kevin avant qu'on aborde le site internet, hein, qui sera l'un des derniers points. Kevin pose la question, avez-vous un modèle pour la mention à inscrire sur le certificat de travail, sur la portabilité? Alors ça, c'est plutôt, il faudrait voir ça avec votre service RH. Ouais. Donc, c'est plutôt le service RH qui normalement a cette clause-là. Donc, c'est plutôt au service RH à vous communiquer ces informations-là. Mm. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur le site internet de la CAPSA, qui, je rappelle, est capsa.fr. Donc, est-ce que, Sylvain, tu pourrais nous projeter, s'il te plaît, le site internet de la CAPSA? Merci. Alors, qui normalement devrait apparaître. Voilà. Merci, Sylvain. Donc, je te laisse commenter, Zora. Alors, vous êtes sur l'onglet salarié, contrat de prévoyance. Donc, vous êtes affilié au contrat de prévoyance. Donc, vous avez la garantie capital décès à votre droite. Donc, si vous cliquez dessus, voilà, vous cliquez dessus, vous aurez l'ensemble des informations, le bulletin de désignation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous pouvez cliquer, le compléter, si vous voulez l'actualiser et nous l'envoyer à l'adresse que je vous ai communiquée. Vous avez également si on descend un petit peu, Sylvain, donc le simulateur de calcul. Donc, si vous allez dans le simulateur, c'est très, très important. Donc, vous avez le simulateur pour calculer votre pension d'invalidité, la rente éducation, la rente conjoint et le capital décès. Si vous voulez, on peut faire pour le capital décès. Tout à l'heure, on avait l'exemple de 2 000 € par mois. Donc, sur 14 mois, ça faisait 28 000 €. Voilà, donc c'était une personne qui était célibataire. Non, voilà. Nombre d'enfants, 0. Voilà, donc on va mettre un bénéficiaire. Et là, on calcule. Donc, vous voyez, vous avez le capital décès qui est calculé automatiquement. Et donc, si tu veux bien, Sylvain, on peut aller changer. Du coup, mettre qu'il y a un conjoint. Oui, comme ça, il y aura les majorations. Nombre d'enfants, on peut mettre 2. Non, juste au-dessus. Non, au-dessus. 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 Nombre d'enfants, 2. Voilà. Et nombre de bénéficiaires, 1. Voilà, ça évite. Et là, vous voyez, donc il est majoré. Il y a un calcul qui est fait automatiquement. Parfait. Alors, à quand en espace personnel, demande Pascal? Alors, on y travaille. Donc déjà, il y a le questionnaire, on a facilité les choses. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, hein, sur cet espace personnel. Donc on y travaille. On a déjà revu notre site internet. Le questionnaire est maintenant en ligne. Le questionnaire pour tous les invalides, pour les prestataires d'essai. Donc ça devient un peu plus interactif, mais on y travaille. Parfait. Donc, je vous propose on a quasiment effectivement terminé. Juste rapidement, parce que ce n'est pas l'objet effectivement de cette conférence, mais peut-être que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, parce qu'on peut le faire. On va juste dire un mot d'un dispositif que finance la CAPSA, qui est l'aide aux aidants. Donc, voilà, l'aide aux aidants, donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là aussi, ça peut faire l'objet pourquoi pas, d'une autre information. Je rappelle qu'on a un dispositif d'aide aux aidants qui a été prorogé dans la diapositive suivante, d'accord, jusqu'au 31 décembre 2025, et qui porte sur 4 points. Hein. Il y a un dispositif d'information, d'accompagnement et de prise en charge. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un site qui s'appelle procheaidant.ucans.fr. Je vous rappelle qu'il y a une ligne téléphonique qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous rappelle qu'il y a un guide pratique qu'on vous remettra.
Sybille va vous le mettre effectivement dans les voilà, où vous avez toutes les informations possibles. Vous avez aussi des aides spécifiques aux salariés aidants avec un panier de biens et services. Tout à l'heure, Madame Bertin en parlait. Justement, du panier de biens et services. Donc, ça peut aller jusqu'à 750 € par an. Ça permet, par exemple, de financer une aide au répit, ça permet de financer des gardes d'enfants, ça permet de financer des paniers repas, enfin bref, ça permet de financer vraiment beaucoup de choses qui existent. Il y a des possibilités avec accord de l'employeur d'aménagement d'horaire ou d'absence, ça c'est possible. Et on a ce qu'on appelle un complément conventionnel de rémunération qui existe si vous êtes concerné par un congé lié au proche aidant. Donc ça peut être un congé proche aidant, ça peut être un congé de présence parentale, ça peut être un congé de solidarité familiale. Il y a des possibilités dans les limites de 21 ou 22 jours entiers par an d'avoir un complément conventionnel de rémunération qui permet de maintenir votre salaire. C'est important pour nous d'avoir un retour sur nos prestations. Voilà. Donc ensuite, peut-être, je vous rappelle le paye en poche, que j'aurai le plaisir de co-animer avec Caroline Capel. Et enfin, bien sûr, le prochain rendez-vous, je dirais, en droit du travail. Alors, pour conclure, ce que je vous propose, je pense qu'on a effectivement terminé. Ce que je vous propose, c'est que mon président, le président de l'Institut, Jean-Marie Attard, prenne la parole. Merci Arnaud. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de me laisser conclure ce webinaire qui a quand même rassemblé plus de 310 personnes et je trouve que c'est quand même fabuleux aujourd'hui de voir l'intérêt qui est porté justement non seulement à l'assurance prévoyance, mais dans le cadre de la sécurité sociale. J'ai vécu des cas particulièrement douloureux dans le cas de la prévoyance. Et la prévoyance, c'est une assurance. On se demande toujours pourquoi on paye, mais lorsqu'il y a justement des sinistres qui sont graves et que malheureusement nous ne sommes plus là parce que nous sommes décédés, on se rend compte que finalement, il y a des gens qui sont là pour s'occuper non seulement du conjoint qui reste, si il est toujours là, mais aussi des enfants. Et rien que pour ça, je dirais que la prévoyance et la CAPSA, ce sont des trésors qu'il faut essayer de ménager et c'est justement un petit peu de ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Je suis administrateur de la CAPSA maintenant depuis plus de 15 ans et conseiller donc de l'UCANS et depuis la formation, je suis administrateur de l'Institut CADIS que je préside aujourd'hui. J'ai été sollicité l'an dernier suite à une réunion dans le cadre d'une commission territoriale à intervenir sur la CAPSA et je me suis rendu compte que lorsque j'ai commencé à parler justement des bénéficiaires de contrats d'assurance décès, il y en a beaucoup qui ont commencé à se regarder et qui ont commencé à rire en se disant il est temps de changer tout ça. Oui, il est temps de changer tout ça, de mettre justement nos dossiers à jour. Et je me permettrai de vous rappeler qu'en même temps, sur le site de la CAPSA, vous avez cette feuille de mise à jour concernant les bénéficiaires qui est disponible. N'hésitez pas, changez. Si vous changez une fois, deux fois, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais il est nécessaire que votre dossier soit à jour de ce côté-là, de manière à bien cibler les bénéficiaires. Je vais vous citer une petite anecdote. Nous avons eu une commission d'action sociale l'année dernière où on s'est rendu compte que la mise à jour n'avait pas été faite, que le salarié de la sécurité sociale qui depuis s'était marié avait eu des enfants, avait désigné sa plus jeune sœur comme son bénéficiaire. Eh bien, le mari avec les enfants, il est resté sans pouvoir bénéficier justement de cette aide. C'est pour ça, n'hésitez pas, remplissez, mettez à jour, même si ça doit changer tous les 6 mois, mettez à jour justement votre liste de bénéficiaires. Nous sommes trop souvent sollicités en commission d'action sociale de la CAPSA justement pour des propositions de liquidation d'une pension d'invalidité demandée tardivement. Et là, je m'adresserai au service RH. S'il vous plaît, faites le nécessaire. Vous avez de la chance que nous sommes la CAPSA et jusqu'à présent, nous n'avons rejeté aucun dossier. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous seriez chez un assureur lambda, eh bien, il vous dirait je suis désolé, mais ce retard, il est à imputer à votre faute. C'est à vous à prendre en charge justement ce retard en tant qu'employeur. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans cette situation qui peut être délicate. Renvoyez les documents qui sont nécessaires. Satisfaisez aux obligations de l'employeur, tout comme le salarié doit satisfaire à ses obligations. Et ça, je dirais, c'est très important et ça simplifiera le travail de tout le monde.
Donc, comme vous disiez, Madame Larbi Mansour tout à l'heure, s'il vous plaît, non seulement l'employeur doit faire le travail, le salarié doit faire le travail, mais même s'il y a des croisements et que tout cela doit arriver à la CAPSA, ne vous inquiétez pas, il vaut mieux qu'il y ait des doublons plutôt que rien ne soit fait. Enfin, pour terminer, je vous dirais que qui d'autre pouvait aussi bien que l'Institut CAD10 vous informer sur tous vos sujets. Donc, sachez que nous sommes à votre entière disposition. Nous sommes preneurs d'idées sur des sujets qui pourraient justement vous tracasser, vous intéresser. Et nous sommes prêts à le développer avec vous dans le cadre justement de tout ce qui est relations humaines. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je remercierai en même temps toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce séminaire. Je remercierai aussi le partenariat entre la CAPSA et l'Institut CAD10 et on ne peut que s'en féliciter et je vous remercie. Bonne fin de journée. Monsieur Merci. Attard, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres conférences.